Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci au comité d'organisation, à son président. C'est toujours un plaisir d'être de retour parmi vous. Donc, on va parler peut-être d'une niche de patients pour vous. Ce sont les rétrécissements aortiques serrés asymptomatiques. Chaque mot a sa valeur. Ah, vous connaissez bien cette courbe de survie qui date des années 60, qui illustre l'espérance de vie des rétrécissements aortiques en fonction de sa progression. Et donc, pour chaque patient, vous avez une décision à prendre. S'il est surtout asymptomatique, il faut partager entre un traitement à haut risque, qui est le remplacement valvulaire aortique actuellement chirurgical dans ce cadre de patients, qui est associé avec une mortalité de 1 à 3%, en cas de pontage coronaire associé, 5 à 7% chez des sujets de moins de 70 ans. Et vous avez également un risque de troquer une maladie native valvulaire contre la maladie de la prothèse. Et d'un autre côté, vous avez une autre solution, c'est une stratégie de suivi attentif, régulier, en espérant pour votre patient de vivre mieux et plus longtemps, si possible. À l'inverse, lorsque vous détectez des symptômes clairement en lien avec la sténose aortique, on sait qu'il y a 2% de mortalité mensuelle et 50% des patients sont décédés dans les 3 ans, s'ils ne sont pas pris en charge, s'ils sont abandonnés. Et ce choix cornélien, et vous illustré par cette balance, bénéfice-risque, d'un remplacement valvulaire aortique qui serait éventuellement précoce, voire prématuré. D'un côté, vous avez les risques qui sont liés aux complications de la procédure, que vous connaissez tous, aux complications liées à la prothèse, à plus ou moins long terme, aux problématiques de qualité de vie, de vivre avec une prothèse, qu'elle soit biologique ou mécanique, éventuellement de recevoir un pacemaker dans les suites de l'intervention, et de risque de répétition des procédures, en cas de dégénérescence par exemple. Versus des bénéfices, le cardiologue est tranquillisé, il a confié le patient à l'interventionnel ou au chirurgien, et il pense avoir réduit la mortalité à long terme, réduit la mortalité opératoire versus un patient qu'on prendrait trop tardivement, et vous avez en apparence supprimé le risque de mort subite qui est apparent parce que vous avez également des morts subites chez les patients porteurs de prothèses. Et évidemment, vous avez évité les complications liées à une insuffisance cardiaque qui serait progressivement installée, à un suivi irrégulier de certains patients, aux problématiques des listes d'attente et une altération insidieuse du myocarde. 2 essais randomisés, récemment publiés, peut-être ont sifflé la fin de partie. Vous aviez Recovery en Corée, qui donne un résultat sans appel, à 4 ans et à 8 ans, 1% d'événements sur le critère de jugement primaire, versus 6 et 26% dans le groupe conservateur. Mais attention, dans le groupe conservateur, il y avait 1,75% par an de mort subite, alors que si vous vous référez au registre particulièrement bien fait, prospectif, par exemple mené en Autriche, chez des patients asymptomatiques, vous avez en fait 0,4% de mort subite par an, si la vélocité maximale transaortique est supérieure à 4 mètres par seconde, et 0,8% par an, si la vélocité maximale était supérieure à 5,5 mètres par seconde, mais chez des patients bien suivis. Donc il se pose la problématique du suivi dans Recovery des patients assignés au groupe conservateur.
Ces courbes de Kaplan-Meier à gauche vous illustrent le pari gagnant du remplacement valvulaire aortique précoce. Mais il faut savoir que ce pari gagnant n'est reposé que sur 3 événements sur le critère combiné et 2 événements sur le critère décès toute cause. C'est-à-dire que si 2 événements étaient survenus dans le groupe remplacement valvulaire précoce, le petit p ne serait plus significatif. Et si vous vous intéressez aux suppléments de ces essais, il faut toujours regarder les suppléments dans les revues. Vous vous apercevez que dans le groupe conservateur, les décès, c'était par exemple une tétraplégie après chirurgie rédux, une endocardite sur prothèse, une pneumonie, 2 cancers du poumon, une hémorragie intracrânienne, un SDRA, et la plupart des décès en lien avec le rétrécissement aortique étaient en fait précédés de symptômes. Avatar, plus récemment, encore le pari gagnant d'un remplacement valvulaire aortique précoce. Et en fait, si vous refaites les calculs statistiques, ces courbes de Kaplan-Meier qui divergent, c'est 2 événements. C'est ce qu'on appelle l'index de fragilité, le Fragility Index, que vous pouvez recalculer. Et si vous vous intéressez au groupe conservateur, l'incidence de la mort subite liée au rétrécissement aortique serré était de 2,6% par an dans le groupe conservateur. Et si vous vous souvenez des taux de mort subite chez les Autrichiens, 0,4, 0,8%. Donc peut-être les patients ont été abandonnés. Donc lorsqu'on parle de patients asymptomatiques, il faut vraiment cuisiner les patients, parce que c'est une maladie qui s'installe progressivement. Et les patients, en fait, s'adaptent à leur maladie pour ne pas déclencher de symptômes d'inconfort, d'angoisse. Et parfois, c'est simplement une fatigue, un manque de motivation qui doit alerter sur le caractère symptomatique de la sténose aortique. Et parfois, c'est une hypertension artérielle déséquilibrée. Et en rééquilibrant l'hypertension artérielle, vous pouvez obtenir à nouveau un statut asymptomatique. Vous avez également des indicateurs, parce que c'est le but du docteur, c'est de, clairement, dans cette pathologie, c'est de détecter les faux asymptomatiques. C'est les patients en fibrillation atriale. Très souvent, ils sont déjà symptomatiques. Ce sont ceux qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, ceux qui ont un bas débit au repos. Ils ne peuvent être que en bas débit à l'effort. Ce sont les rétrécissements aortiques très serrés. C'est exceptionnel que ce soit des vrais asymptomatiques. Parce que lorsqu'on dissèque les registres, très souvent, les patients étaient mildly symptomatiques et classés dans les asymptomatiques. Le gradient moyen supérieur à 60, l'index de perméabilité inférieur à 0,2. D'autres indices échographiques vous indiquent que ce sont en fait des patients symptomatiques, ce sont ceux qui ont clairement une élévation des pressions de remplissage au repos. Elle ne peut être qu'encore plus élevée à l'effort. Sur le profil mitral, particulièrement avec l'onde L, l'oreillette gauche dilatée, c'est un peu l'hémoglobine glyquée des pressions de remplissage, l'hypertension pulmonaire qui est déjà présente au repos, qu'elle soit échographique ou détectée par cathétérisme cardiaque droit, et enfin des taux de BNP ou de NT-proBNP qui s'élèvent, qui sont déjà élevés ou s'élèvent progressivement. Un examen essentiel pour détecter les faux asymptomatiques, c'est l'épreuve d'effort. Tout simplement, vous avez un vélo, un électrocardiogramme et vous mesurez attentivement la pression artérielle. Et en fait, ça intéresse plus de faire un score calcique valvulaire que de faire une épreuve d'effort. C'est sous-utilisé dans les cliniques de valves, dans les registres prospectifs et même dans les essais randomisés. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse à cette littérature, on s'aperçoit qu'un tiers des patients qui étaient soi-disant asymptomatiques ont en fait une épreuve d'effort anormale, c'est-à-dire qui déclenche des symptômes prématurés, des arythmies,
et particulièrement un profil tensionnel anormal, une tension qui ne s'élève pas ou voire qui chute. Et les méta-analyses montrent qu'après une épreuve d'effort normale, vous avez 0 mort subite à 1 an versus 5% si l'épreuve d'effort était anormale. Quelques littératures sur le pic de VO2. Autant elle est bien documentée, son rôle pronostique est bien documenté dans l'insuffisance cardiaque, autant dans la sténose aortique, ce n'est pas clair. Et je vous ai juste montré un papier amusant qui montre que la VO2 ne s'améliore pas toujours après remplacement valvulaire aortique. Donc c'est très compliqué, voire elle continue de se dégrader dans certains sous-groupes. Et enfin, la problématique des comorbidités fondamentales. Vous avez des patients qui ont une BPCO, et donc leurs symptômes peuvent être en lien davantage avec la BPCO qu'avec la sténose aortique. C'est toute la problématique du docteur. L'amylose cardiaque est un sujet en soi. L'anémie, regardez toujours la numération formule sanguine, et particulièrement dans le cadre du syndrome de Hyde, qui a été bien décortiqué par l'équipe de Lille, et notamment Thierry Le Tourneau. Les patients qui ont une dysfonction rénale, hépatique, ceux qui ont une maladie coronaire, qui sont donc symptomatiques davantage sur leur coronaropathie que le rétrécissement aortique. Les patients qui ont une rigidité ventriculaire et vasculaire, et on n'améliore pas toujours ces patients après remplacement valvulaire sur le plan symptomatique, mais on espère sur le plan pronostique. Et enfin, les patients obèses qui ont une NASH, un diabète, ça c'est notre civilisation, malheureusement, qui n'épargne pas non plus les cardiologues. Les patients qui sont porteurs de post-Macaire, ceux qui ont une incompétence chronotrope et ceux qui souffrent de iatrogénie pharmacologique. Bref, il faut faire un examen clinique, physique, des comorbidités pour disséquer les symptômes et vraiment évaluer, anticiper l'amélioration du statut fonctionnel après le remplacement valvulaire. Pour conclure, vous voyez à droite, c'est une petite vignette d'une patiente qui s'est assise en face de moi. « Docteur, je ne me plains de rien. » Et en fait, elle avait tous les critères échographiques qui signaient en fait des symptômes. Le bas débit, la vélocité maximale très élevée, l'oreillette gauche et le flux mitral pseudo-normal. Le rétrécissement aortique serré chez les patients vraiment asymptomatiques et de bons pronostics, à condition qu'on n'abandonne pas les patients, c'est-à-dire qu'on les suive de façon rapprochée, avec le rôle clé de l'épreuve d'effort, de l'éducation aux symptômes et de notre disponibilité, c'est-à-dire qu'ils doivent venir à vous sans rendez-vous au moindre symptôme, aux moindres modifications de symptômes. Et donc près de 50% des patients symptomatiques, en fait, prétendent être asymptomatiques lorsqu'ils s'assoivent en face de vous, parce qu'en fait, ils ont la trouille de votre décision. Ils ont adapté leur mode de vie en réduisant leur activité physique. Ils disent que c'est lié à l'âge. Et enfin, c'est le rôle des comorbidités. L'inactivité physique est en fait un marqueur de mauvais pronostic, indépendamment de l'existence de rétrécissement aortique. Et l'inactivité physique est croissante dans nos sociétés, malheureusement. Et Eugène Braunwald disait il y a 30 ans, le remplacement valvulaire aortique peut être la principale cause de mort subite chez les patients asymptomatiques porteurs d'une sténose aortique serrée. Je vous remercie. Merci, M. Hazard, pour cette revue exhaustive sur le RAC asymptomatique. Donc, on va rassembler les questions à la fin des différents exposés.